Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'économétrie universitaire d'aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble à la notion des tests d'hypothèse et de l'inférence statistique. Comme pour toutes les autres capsules du cours d'économétrie universitaire, vous allez pouvoir trouver dans les commentaires, ou plutôt dans la description du vidéo, vous allez pouvoir trouver les chronomètres pour les différentes sections des thèmes qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. L'économétrie universitaire et le chapitre sur les tests d'hypothèse et l'inférence statistique est un chapitre un petit peu plus volumineux que les précédents. Celui-ci va donc se faire probablement en au moins 2 parties. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va donc discuter ensemble de 4 choses essentiellement. D'abord, on va apprendre à représenter graphiquement la distribution des coefficients. Ensuite, on va apprendre à calculer ce qu'on appelle en statistique une statistique Z. Et finalement, on va apprendre à valider une hypothèse nulle pour un test unilatéral. On va terminer ensuite la vidéo par un bref exercice pratique pour s'assurer qu'on comprend bien la matière dont on a discuté ensemble aujourd'hui. Donc, dans les séances précédentes, on a déjà beaucoup étudié les notions d'espérance et de variance des coefficients de la régression linéaire. Donc ça, c'est du matériel qu'on a déjà vu. On appelle ça des estimations ponctuelles. Donc, c'est-à-dire que vous avez un échantillon et pour votre échantillon, vous calculez la variance de bêta 1, vous calculez le coefficient bêta 1 et ça vous donne un petit peu des indications sur votre régression. Mais si vous voulez être capable d'aller plus loin, si vous voulez être capable de commenter avec rigueur vos résultats, ça nous prend un petit peu plus d'informations. Donc moi, je vous pose la question. Si je changeais mon échantillon, est-ce que j'obtiendrais des résultats différents pour mes coefficients? Je vous ai mis un graphique ici, en fait 2 graphiques en exemple. J'ai un graphique du haut pour lequel on essaie de regarder la relation entre le nombre d'années d'éducation postsecondaire et le salaire hebdomadaire d'un individu. J'ai fait la même chose dans le graphique du bas, mais j'ai changé mes données. Donc j'ai 10 individus différents dans le graphique du bas et j'ai 10 individus différents dans le graphique du haut. Qu'est-ce que ça implique ça? Eh bien, quand vous regardez les coefficients, vous vous rendez compte, eh bien Marc-André, vous n'avez pas le même coefficient. Effectivement, je n'ai pas le même coefficient et c'est logique. Un échantillon différent devrait m'apporter des résultats différents. Et donc, la question qu'on se pose, c'est la suivante. Est-ce qu'on est capable de caractériser un petit peu cette incertitude-là? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui, et ça découle directement de ce qu'on appelle le théorème central limite. Donc, le théorème central limite vous dit la chose suivante. Il vous dit que lorsque vous avez une population et que vous observez des paramètres pour la population, donc peut-être que j'observe la moyenne d'une population, peut-être que j'observe la variance d'une population. J'observe des paramètres pour une population et je veux tout simplement identifier ces paramètres-là à l'aide d'un échantillon. Eh bien, le théorème central limite va vous dire que la distribution échantillonnale devrait converger vers la distribution de la population, en fait la valeur de la population. Et ce paramètre-là, cette idée-là, s'applique également dans le cas du coefficient de ma régression linéaire. C'est-à-dire que oui, si j'ai différents échantillons, eh bien, je devrais avoir des estimations, des coefficients estimés différents. Donc, je vais avoir plusieurs coefficients estimés différents, mais en moyenne, on devrait converger vers la valeur de la population. Et on devrait converger sous la forme d'une fonction de densité, sous la forme d'une distribution normale. Donc, la majorité du temps, on devrait tourner autour de la valeur de la population. Parfois, ça va être plus, parfois, ça va être moins, mais généralement, on devrait être plutôt proche. Excellent. Donc, ça me donne une idée ici de la distribution de mes paramètres. Donc, je sais que mes coefficients devraient suivre une distribution normale. Et cette distribution-là normale devrait être centrée autour de la valeur de la population. Mais là, vous allez me dire, mais Marc-André, la valeur de la population, tu ne la connais pas. Tu ne fais que l'estimer avec un échantillon. Et effectivement, c'est vrai. Mais comme je n'ai pas de raison de penser que mon échantillon est biaisé, donc je n'ai pas de raison de penser que bêta 1 ici n'est pas équivalent au bêta de ma population,
Et bien à ce moment-là, on peut centrer notre distribution sur le coefficient qu'on a trouvé. Donc moi, j'ai trouvé un coefficient de 48,182. Je vais donc dire que je m'attends à ce que 48,182, ce soit en fait le bêta 1 de la population. Et donc, l'estimation du coefficient devrait suivre une loi normale bêta 1, donc en moyenne centrée autour de mon 48,182, et l'aplatissement de ma distribution devrait quant à elle dépendre de la variation de bêta 1. Ah, donc, plus il y a de la variation dans bêta 1, bien, moins je suis certain de la valeur que j'ai obtenue de bêta 1. Ça fait beaucoup de sens. Donc ici, mon bêta 1 va suivre une loi normale de moyenne 48,182 et de variance 25. Donc, résumons un petit peu le matériel avec lequel on travaille présentement. Donc, on avait une régression linéaire initiale. Bêta 0 plus bêta 1 x1 plus le terme d'erreur était égal à y. On avait trouvé une estimation ponctuelle de bêta 1. On a vu que bêta 1 allait dépendre de la covariance et de la covariance entre mes valeurs x et y et de la variance de mes variables x. J'ai trouvé qu'on allait avoir une estimation de la variance de notre coefficient, qu'on était capable d'estimer la variance de bêta 1. Et à partir de cette information-là, du fait que le théorème central des limites s'applique, eh bien, je suis capable de vous donner une idée en plus de la distribution, la forme de la distribution que va prendre mes coefficients. Parfois, je vais trouver des bêta 1 supérieurs, parfois, je vais trouver des bêta 1 inférieurs à 48,182. Et en fait, la majorité du temps, ben, on se rend compte qu'on va tourner autour de 48,182. Je tiens à vous rappeler également là, quelques propriétés des fonctions de densité. Donc, l'aire sous la courbe d'une fonction de densité est égal à 100%. Donc, c'est-à-dire que j'ai 100% de chance que mon coefficient bêta 1 se situe quelque part là, entre moins l'infini et plus l'infini. Ça fait beaucoup de sens. Également, les probabilités d'obtenir, d'estimer une valeur bien précise sont égales à 0. Ici, c'est une technicalité, mais la technicalité est importante. Et donc, quand je lis mon graphique, par exemple, et que je regarde quelle est la probabilité d'obtenir un coefficient qui est égal à 40, bien, vous seriez peut-être tenté à me dire, bien, Marc-André, la probabilité est égale à 2%. Faux. La probabilité d'obtenir un coefficient de 40 est toujours égale à 0. Autour de 40, on va se situer à environ 2%. OK. Donc, une fonction de distribution qui m'indique comment mes estimateurs, comment mes coefficients varient avec des échantillons différents. Et cette distribution-là va nous permettre éventuellement de faire ce qu'on appelle des tests d'hypothèse, c'est-à-dire de se poser la question, est-ce que c'est possible que mon coefficient dans ma régression présente, moi j'ai une régression bêta 0 plus bêta 1 x1 plus le terme d'erreur, ben, est-ce que ce serait possible d'observer aléatoirement un bêta 1 qui a une valeur de 0? Est-ce que ce serait possible d'estimer aléatoirement un bêta 1 qui a une valeur de 40? Est-ce que ce serait possible d'estimer aléatoirement un bêta 1 qui aurait une valeur de 55? Donc, comment est-ce qu'on fait pour déterminer ça? Eh bien, regardons dans mon graphique. Quelles seraient les probabilités que j'obtienne un bêta 1 qui tourne autour de 40? Ah ben, j'irai voir 0,02. Je devrais avoir un bêta 1 qui tourne autour de 40 dans environ 2% des cas. Donc, c'est un petit peu comme ça ici qu'on va calculer, qu'on va utiliser notre fonction de distribution. Si j'étais plutôt intéressé à savoir, Marc-André, c'est quoi les probabilités d'avoir un bêta 1 inférieur à 40? Ben, qu'est-ce qu'on ferait? On irait regarder l'aire sous la courbe. Donc, l'aire sous la courbe pour avoir les probabilités pour une certaine partie ici de ma distribution, de ma fonction de densité. Donc, des bases de calcul intégral. Mais ne vous en faites pas, nous n'aurons pas besoin de faire de calcul intégral ensemble dans ce cours-ci. Excellent. Donc, maintenant, la suite logique en fait de notre présentation, eh bien, c'est de se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour formuler des tests d'hypothèse? C'est-à-dire que moi, je travaille avec une régression. Je sais que je cherche la relation entre le salaire d'un individu et son niveau d'éducation.
Et donc, nous, pour ça, pour ce graphique-là, on avait trouvé des valeurs pour nos coefficients. Rappelez-vous ici, on avait trouvé que bêta 1 était égal à 48,182 et que bêta 0 était égal à 240,23. Maintenant, si vous êtes un chercheur, votre régression vous dit donc que l'augmentation du nombre d'années d'éducation devrait engendrer une augmentation de 48 $ au salaire hebdomadaire. Eh bien, effectivement, c'est ce que votre estimation ponctuelle vous dit, mais vous voulez peut-être faire preuve d'un petit peu plus de rigueur. Donc, peut-être que vous allez vous chercher à répondre à la question, c'est quoi, dans le fond, les probabilités d'avoir une valeur significativement différente de 0? C'est quoi les probabilités d'observer un bêta 1 supérieur à 0? Donc, ça pourrait être une question qui vous intéresse bien davantage que simplement votre estimation ponctuelle. On va donc formuler deux hypothèses, une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. Notre hypothèse nulle, ça va être l'hypothèse qu'on va vérifier avec notre test. Donc ici, nous, on veut vérifier, est-ce qu'il est plausible, est-ce qu'il est probable d'observer un bêta 1 inférieur à 0? Ensuite, ça nous laisse donc une hypothèse alternative qui va être l'hypothèse sur laquelle on va se reposer si jamais on ne valide pas notre hypothèse nulle. Donc, si jamais je ne valide pas qu'il est probable que bêta 1 soit plus petit ou égal à 0, eh bien, ça implique que bêta 1 doit être plus grand que 0. Notez que mes deux hypothèses ici sont mutuellement exclusives. Elles sont mutuellement exclusives et elles sont exhaustives. Donc, ce sont mes deux hypothèses ici qu'on va tenter de vérifier. Donc, on va tenter de vérifier l'hypothèse nulle. Est-ce qu'il est probable d'observer un bêta 1 plus petit ou égal à 0? Et déjà, graphiquement, on est capable de dire que ça nous semble très peu probable. Parce que quand je regarde la distribution de mes coefficients, de quoi est-ce que je me rends compte? Eh bien, je me rends compte que il y a très peu de chances d'obtenir un 0. En fait, un 0 n'est même pas présenté ici dans ma fonction de distribution. Pourquoi? Parce que c'est tellement peu probable qu'on assume que la probabilité d'obtenir 0 est égale à 0. Donc, ça semble a priori très peu probable. Mais une analyse graphique, ce n'est pas très rigoureux d'un point de vue mathématique. On va chercher à faire mieux que ça. Et vous pourriez procéder de plusieurs façons. Vous pourriez commencer, par exemple, à faire du calcul intégral. Donc, vous pourriez prendre l'équation de votre distribution normale. Il existe une équation pour une distribution et une loi normale. Je vais vous laisser à votre discrétion d'aller la voir. Je l'ai écrit ici dans notre cas. Donc, je pourrais aller voir ma distribution normale et calculer l'intégrale. Donc, regardez, c'est quoi les probabilités? Donc, l'intégrale de ma courbe entre moins l'infini et 0. Donc, les probabilités d'avoir une valeur inférieure à 0. Le truc, c'est que la formule est mathématiquement complexe. Intuitivement, si vous avez fait un petit peu de calcul intégral et différentiel, ça fait beaucoup de sens. Mais mathématiquement, c'est pas évident. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas besoin de faire du calcul intégral. On a développé ce qu'on appelle en statistique la cote Z. La cote Z, c'est une mesure standardisée qui va nous permettre d'évaluer la courbe de la loi normale sans avoir à faire du calcul intégral. Et essentiellement, la cote Z nous dit la chose suivante. Elle me dit combien est-ce qu'il existe d'écart type entre la valeur qui t'intéresse et la moyenne de ta distribution. Donc, comment est-ce qu'il existe d'écart type entre 0 et ici la moyenne de ma distribution qui était égale à 48,182. Donc, il existe ici moins 10 écarts types. 0 se situe 10 écarts types sous la tendance centrale de ma distribution normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment, 48,182, c'est très loin de 0. Donc, c'est très peu probable qu'on observe 0. Et avec la cote Z de moins 10, je vais être capable de chiffrer très exactement le pourcentage de chances qu'on se situe inférieur à 0. Et donc, pour faire ça, je vais utiliser ce qu'on appelle une table Z. Donc, la table Z, essentiellement, elle me donne la relation entre la cote Z et les aires sous la courbe de ma fonction normale. Donc, la relation entre la cote Z et la fonction normale est très bien définie et on peut la voir dans le tableau. Donc, vous avez ici un tableau pour lequel on présente des cotes Z et des pourcentages.
Et donc, juste avant d'aller de l'avant, comment est-ce qu'on fait pour lire ce tableau-là? Eh bien, quand vous faites une lecture de ce tableau-là, vous pouvez voir la chose suivante. Vous pouvez voir des codes Z. Donc, je pourrais avoir une code Z de 1, par exemple, 41, donc 1,40 et 1,41 de 0,9207. Qu'est-ce que ça me dit? Bien, ça me dit qu'il y aurait 92,07% de mes données qui se situeraient à gauche d'une code Z, de 1,42. Donc, si j'ai ici, moi, une distribution normale qui a une moyenne de 48,182, eh bien, si je vais 1,41 écart type au-dessus de cette moyenne-là, eh bien, je devrais trouver qu'il y aurait 92,07% de mes données inférieures à ce terme-là que j'aurais trouvé. Et comment est-ce qu'on calcule la code Z, juste pour être certain? On calcule la code Z qui me dit combien il existe d'écart type entre ma valeur qui m'intéressait, 0, et la moyenne ici de 48,182. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour trouver mon écart type? Ma distribution normale, moi, me donne la variance. On se souvient que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, l'écart type est égal à 5 ici. Et donc, il existe environ 10 écarts types entre 0 et 48,182. Donc, voici comment on lit ma table ici Z. Remarquez que ma table Z a seulement des valeurs positives. Donc, c'est notre premier problème. Moi, ici, j'ai une cote Z de moins 10. Comment est-ce que j'interprète ça dans mon graphique? Eh bien, rappelez-vous que la loi normale, elle est symétrique. Hein? J'ai 50% de mes données qui se situent au-dessus de ma moyenne et 50% de mes données qui sont en dessous de ma moyenne. Et la distribution à ma courbe, si vous la pliez l'une par-dessus l'autre, bien, vous remarqueriez que les queues de mes courbes fonctionneraient parfaitement l'une par-dessus l'autre. Et donc, on peut interpréter ces résultats-là de façon inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que pour une cote Z, par exemple, de 1,41, pardon, j'ai 92,07% de mes données qui se situent à une donnée inférieure d'une cote Z de 1,41. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut également dire que j'ai 92,07% de mes données qui se situent au-dessus d'une cote Z de moins 1,41. Donc, on peut faire la relation comme ça à l'inverse. Excellent. Le deuxième obstacle qu'on a ici, c'est que ma table Z termine à 3,69. Donc 3,6, 3,61, 3,62, jusqu'à 3,69. Donc c'est un problème. Pour l'instant, étant donné que nous, on voudrait une valeur de 10, de moins 10, mais que le mieux qu'on peut faire, c'est 3,69, eh bien, on va travailler avec 3,69. Donc, comment est-ce que j'interprète? Comment est-ce que j'interprète avec 3,69? Bien, qu'est-ce que ça me dit? J'ai trouvé qu'à 3,69, une cote Z de 3,69, j'ai trouvé que l'aire sous ma courbe était égale à 99,99%. C'est-à-dire que quand je me situe à 1, 2, 3,69 écart type au-dessus de la moyenne, eh bien, j'ai 99, l'aire sous la courbe est égal ici à 99,99% des données. Excellent. Donc, si je me situais plutôt à moins 3,69 code Z, combien est-ce qu'il me resterait de données à gauche de la valeur ici? Eh bien, on n'a pas le choix. Pour la trouver, on doit faire un petit peu d'arithmétrie ici. Je sais que j'ai 99,99% de mes données qui sont supérieures à moins 3,69. Donc, combien est-ce qu'il en reste qui vont être inférieurs? Bien, c'est tout simplement 100% moins 99,99%. Donc, dans mon cas, j'aurais ici 0,01% de mes données qui seraient inférieures à moins 3,69 code Z. Rappelez-vous que nous, on avait plutôt une code Z de moins 10. Donc, qu'est-ce que ça implique, ça? Bien, ça implique que ça va être encore plus rare que 0,01% d'observer des données inférieures
inférieur à moins 10 code Z, et ici donc inférieur ou égal à 0. Donc c'est très très rare. C'est très rare qu'on va observer des coefficients inférieurs ou égaux à 0. Et donc la question qu'on doit se poser maintenant, c'est c'est quoi être rare? C'est quoi être rare? Quand est-ce qu'on décide que c'est rare? Donc, est-ce que c'est vraiment rare d'observer un coefficient qui est plus petit ou égal à 0 dans moins que 0,01% des cas? Ça va dépendre. Et ça va dépendre du seuil critique. Donc, les seuils critiques, en fait, c'est préalablement défini par le chercheur et c'est une valeur pour laquelle vous allez dire maintenant, je considère que l'observation est rare. Dans la majorité des cas, on utilise 5%. Donc, on va dire, si j'observe une valeur de 0 dans moins que 5% des cas, eh bien à ce moment-là, c'est trop rare pour admettre que ce soit une possibilité, que ce soit plausible d'obtenir bêta 1 est égal à 0. Donc, nous, dans notre cas, quand on se pose la question, est-ce que c'est plausible d'obtenir bêta 1 est plus petit ou égal à 0 lorsque 0 se situe à moins 10 écart type de la moyenne? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que ça arrive dans moins que 0,01% des cas. Ça l'arrive très rarement. Ça l'arrive beaucoup plus rarement que 5%. Et donc, à ce moment-là, je rejette l'hypothèse nulle et je vais dire, avec beaucoup de confiance, je suis pas mal certain que bêta 1 doit être plus grand que 0. Donc, voici ce que je vous propose. Je vous propose de reprendre ce problème-là, avec un exercice pratique, juste avec des chiffres différents, pour qu'on soit capable ensemble de s'assurer qu'on comprend bien ce qu'on est en train de faire. Donc, cette fois-ci, on va vérifier l'hypothèse unilatérale, c'est-à-dire de voir est-ce qu'il est probable d'obtenir un bêta 1 plus petit ou égal à 40. Donc, ça va être mon hypothèse nulle et je place un seuil de signification de 5%. Je place un seuil de signification de 5% et j'essaie de répondre à l'hypothèse nulle. Est-ce que c'est probable d'obtenir bêta 1 plus petit ou égal à 40? Et sinon, eh bien, je vais devoir admettre que bêta 1 est probablement plus grand que 40. Graphiquement, comment est-ce qu'on représente notre problème? Eh bien, on essaie de voir dans quelle situation, dans quelle probabilité est-ce qu'on obtient un bêta 1 inférieur ou égal à 40? Et essentiellement, ça se trouve être la zone en blanc ici dans mon graphique. Dans des exercices d'économétrie, lorsque vous allez avoir besoin de faire ce genre de problème-là, je vous encourage fortement également, vous, à utiliser ces démarches graphiques-là pour soutenir votre réflexion. Ça va vous aider souvent à trouver, si vous êtes dans le champ ou non, de tracer ces diagrammes-là. Et donc, c'est quoi la première étape? La première étape, c'est de commencer par calculer ma cote Z. À combien d'écart type de ma moyenne est-ce que l'observation 40 se situe? Donc, l'observation 40 se situe ici à moins 1,64 écart type de la moyenne. Et là, vous voyez ici, j'ai fait une petite faute. J'ai fait une petite faute ici. Je me situe bel et bien à moins 1,64 et je vais juste le recalculer pour être certain quand je vois des fautes comme ça. 40 moins 48,182 divisé par 5, je me situe effectivement à moins 1,64 écart type de ma moyenne. Donc ici, il y a une petite coquille dans ma diapositive. Et la question qu'on se pose, c'est la suivante. Lorsque je suis à moins 1,64 écart type de ma moyenne, c'est quoi le pourcentage de données qui reste ici à gauche de 40? Eh bien, on va aller dans la table Z pour le trouver. Donc, la table Z, on se souvient que j'ai seulement des valeurs positives. J'ai seulement des valeurs positives. Donc, je vais commencer par aller voir à 1,64. Donc, à 1,64, j'observe qu'il y a 94,95% de mes données qui vont se situer 1,64 écart type, qui vont se situer en bas de 1,64 écart type au-dessus de ma moyenne. Donc, si j'avais un écart, si je calculais 1,64 écart type au-dessus de 48,182, ça me dirait, Marc-André, tu as 94,95% de tes données qui se situent en dessous de ça ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui se situe
en dessous de 1,64 écart type au-dessus de la moyenne, c'est ce qui se situe 1,64 écart type en dessous de la moyenne. Donc, comment est-ce que je fais pour le trouver? Bien, je sais que j'ai 94,95% de mes données qui vont se situer supérieures à 40. Combien est-ce qu'il m'en reste donc inférieur à 40? Bien, il doit m'en rester seulement 5,05%. Et donc, quel était mon problème? Bien, je me demandais, est-ce qu'avec un seuil de signification de 5%, est-ce que je vais souvent obtenir un bêta 1 plus petit ou égal à 40? Eh bien, dans notre cas, on obtient un bêta 1 plus petit ou égal à 40 dans 5,05% des cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'observation bêta 1 plus petit ou égal à 40 est finalement pas si rare que ça, ou en tout cas, pas suffisamment rare pour rejeter l'hypothèse nulle. Donc, je dois accepter l'hypothèse nulle qu'il est possible que bêta 1 soit effectivement plus petit ou égal à 40. Notez ici là, que ça s'est fait de justesse. Ça s'est fait de justesse, et si j'avais plutôt eu un seuil critique de 1%, eh bien là, j'aurais une fois de plus accepté l'hypothèse nulle, et si j'avais eu un seuil de 10% plutôt, eh bien là, j'aurais pu rejeter l'hypothèse nulle. Ah, donc, si j'avais eu un seuil de 10%, bien là, j'aurais pu dire, effectivement, je rejette l'hypothèse nulle. Et vous voyez donc que le seuil de signification peut être important. Il peut être important, il est à la discrétion du chercheur. Donc, les chercheurs, généralement, on va avoir des pratiques un petit peu plus neutres. On va souvent présenter ce qu'on appelle la p-value, et la p-value va être le sujet d'une prochaine capsule. Donc, dans les prochaines capsules, on va continuer ensemble notre étude des tests d'hypothèse. On va s'intéresser aux notions de tests d'hypothèse bilatéraux. Donc, ensemble, on a fait ici des hypothèses unilatérales. On va s'intéresser à la question de la distribution de students, qui est très semblable à la loi normale, avec quelques petites nuances additionnelles. Et on va s'intéresser également à la notion de p-value. J'espère que cette capsule-là vous a été utile. Si vous avez des questions par rapport à la matière qu'on a vue aujourd'hui dans cette capsule-ci, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre en temps et lieu. Et sinon, vos collègues vont également pouvoir là, apporter leur explication également. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'espère vous voir dans la suite du cours d'économétrie universitaire.